Chaque fin de semaine, ils enterrent leurs morts. Au cours de la dernière année, les nouvelles faisant état de jeunes hommes noirs tués par la police sont devenues aussi banales que les bulletins météorologiques. C'est ce qu'on a appelé un soulèvement. Des millions de Sud-Africains noirs ont renforcé leur lutte pour l'égalité, pour la fin de la ségrégation légale, de l'apartheid. Les forces de sécurité sont devenues agressives dans les townships. Une cible provocante pour les jeunes gens en colère. Même des témoins innocents sont entraînés dans le cycle mortel de la violence naissante et tous les accidents se produisent du même côté. Apeurés par le carnage, une nouvelle génération de dirigeants des townships s'organise, cherchant des façons plus efficaces de riposter. À Port-Elizabeth, Mkhuseli Jack, âgé de 27 ans, a su rassembler les jeunes depuis son adolescence. Tout ce qui se passait dans les townships provoquait une grande frustration. Il y avait de graves confrontations entre les jeunes gens qui se battaient à main nue et la police. Les policiers tiraient sur eux sans pitié. Ensuite, nous nous sommes dit, prenons les policiers pour ce qu'ils sont, sortons ces batailles des townships et transportons-les là où il se doit. Quelques kilomètres plus loin, la plupart des Blancs de Port-Elizabeth ignorent ces querelles. Les journaux qui appartiennent aux Blancs et la télévision d'État ne font aucune mention des troubles dans les townships. Mais une poignée de Blancs a rejoint le mouvement anti-apartheid. L'une d'entre eux est Janet Cherry, une jeune assistante sociale qui a été, depuis ses études universitaires, membre du groupe illicite, le Congrès national africain, ou l'ANC. L'idée était la suivante. Nous devions transférer la lutte dans les secteurs blancs. Pas pour des motifs racistes, mais pour faire comprendre que l'État n'était pas vulnérable tant qu'on n'agissait qu'à l'intérieur des townships. Le mouvement civique noir a grandi. En 1983, le Front démocratique uni, ou l'UDF, a été créé pour chapeauter au niveau national plus de 600 organismes locaux, des comités de rue, des groupes religieux, des équipes sportives et des clubs de femmes. Comme cette organisation s'est étendue de plus en plus, il est devenu extrêmement difficile aux forces de sécurité d'écraser ces gens parce qu'à présent, il existait de grands noyaux de résistance dans la communauté. Et puis lentement, chacun a commencé à s'inscrire dans la lutte pour la justice. Et graduellement, chacun y a pris une place. En mai 1985, un groupe de mères de famille contacte les dirigeants de l'organisation civique noire de Port-Elizabeth pour leur suggérer de boycotter les commerces des Blancs. Ce boycott des consommateurs est l'occasion d'atteindre l'objectif de Mkhuseli Jack, faire pression sur la communauté blanche pour la première fois. Les responsables du boycott n'ont que quelques semaines pour se préparer. 500 000 personnes doivent être convaincues de faire leurs courses à l'intérieur du township. Il fallait convaincre les hommes d'affaires noirs de rapatrier le commerce dans les townships et de faire bonne provision des denrées essentielles dont on aurait besoin durant cette longue lutte à laquelle nous allions faire face. Les obsèques hebdomadaires, seules réunions publiques autorisées par le gouvernement, sont l'unique occasion d'aller chercher des appuis pour le boycott.
Nous voulons un gouvernement qui repose sur la volonté et les souhaits du peuple. 2 jours avant le début du boycott, Mkhuseli Jack multiplie les prises de parole. Le matin ressemble à tous les autres matins. Mais à 10 heures, il est évident que ce n'est pas un matin comme les autres. Le quartier nord, normalement envahi par les clients noirs, est désert. Les observateurs envoyés pour contrôler le boycott annoncent que tout fonctionne parfaitement. Le boycott est l'ultime tactique utilisée au terme d'un soulèvement qui dure depuis 10 mois. En 5 jours seulement, il s'avère être l'arme la plus efficace et il s'étend ailleurs. Une véritable menace pour l'apartheid. This state of affairs can no longer be tolerated. The government has, in terms of the Public Security Act, Act 3 of 1953, decided to proclaim a state of emergency in the following magisterial districts: Port Elizabeth, Albany, Uitenhage, Cradock, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Fort Beaufort, Bedford, Alexandria. L'armée sud-africaine occupe les townships. Les déplacements sont limités, des couvre-feux sont imposés la nuit comme le jour. Des centaines de personnes sont arrêtées. Des adolescents sont victimes de brutalité, mais le châtiment n'arrête pas le boycott. Les forces de l'ordre ne réussissent pas à arrêter les dirigeants. La plupart d'entre eux sont inconnus à l'extérieur de leur communauté, dispersés à travers des douzaines de comités. En déclarant l'état d'urgence, ils se sont affolés parce que nous devenions efficaces. Ils nous voyaient venir. Ainsi, pour nous, l'état d'urgence a démontré que des mesures extraordinaires devaient être prises pour préserver l'apartheid. C'est alors que nous avons su que nous avions réussi à provoquer une crise. Et nous étions là pour donner l'élan. Au cours des 3 premières semaines, les magasins ont commencé à fermer. Imaginez, c'était la fête de la liberté. Quand nous entendions dire qu'un magasin avait fermé, nous étions très contents. Et ensuite un autre. Continuez, merci. Mkhuseli Jack se cache pour éviter d'être arrêté. Se déplaçant de maison en maison, il s'entretient avec le comité du boycott afin de tirer le meilleur parti de leur succès. Ils ajoutent de nouvelles conditions à leurs revendications qui doivent être acceptées avant de lever le boycott. Nous avions des demandes concrètes. Et si nous les examinons aujourd'hui, nous constatons qu'il s'agissait de choses très simples pour l'époque, comme de permettre aux 2 races d'utiliser les mêmes installations publiques et d'ouvrir les townships. Faire en sorte que tout ça soit possible, cesser la discrimination dans les lieux de travail et ainsi de suite. Et à plus long terme, nous demandions la remise en liberté de Mandela. On nous disait « Oh mon Dieu, ça c'est quelque chose, mon petit, parce que les autres vont tenter de nous dissuader. » Non, oubliez ça, c'est impossible. Nous avons attendu jusqu'à ce que la douleur pénètre les os. Autrement, pourquoi lutter? Nous avons pris notre temps. Parce que nous n'avions rien à perdre, mais eux, ils perdaient beaucoup d'argent. Finalement, la Chambre de commerce a dit que nous devions discuter.
Après la réunion avec Jack et les dirigeants du boycott, le directeur de la Chambre de commerce s'entretient avec les journalistes. There are others which have to be addressed by the government, and we feel there that it's our duty and responsibility. Chez les jeunes, Jack est un leader connu depuis plusieurs années. Maintenant, en tant que porte-parole du boycott, il représente une menace sérieuse pour le régime. C'était un fauteur de troubles. Un activiste dans le vrai sens du terme, oui. Le colonel Lawrence Duplessis était chef des services secrets militaires pour la province du Cap-Oriental. Ils ne commettent pas vraiment de délit, comme vous l'avez dit plus tôt. S'ils ne veulent pas acheter, ce n'est pas un crime. S'ils ne veulent pas acheter chez les autres, c'est une action de masse. Et que faut-il faire? On ne peut pas tuer tous ces gens. On ne peut pas tous les enfermer. C'est très efficace. Gandhi a commencé ça, la résistance passive. Quand les forces de sécurité se rendent compte que le boycott tient le coup, le gouvernement décide de prendre des mesures. La nuit du 2 août, Mkuseli Jack et les dirigeants du boycott sont arrêtés et emmenés à la prison de Saint-Alban. Quand le gouvernement a décidé de jeter tout le monde en prison, il faut se rappeler qu'il y a eu environ 30 000 personnes incarcérées pendant l'état d'urgence de 1985. Le fait que les dirigeants soient hors d'état de nuire, cela provoque un sentiment de désespoir, des conditions qui peuvent provoquer du grabuge. Et c'est à ça que le gouvernement a poussé l'Afrique du Sud. Les déchaînements spontanés des jeunes gens mécontents mettent maintenant le mouvement en danger. Parmi les quelques volontaires suffisamment courageux pour sonner l'alarme, figure un ecclésiastique sud-africain, l'évêque Desmond Tutu. Why must we discredit our cause by using methods which, if they were used against us, we would oppose? And you and I must be those who will walk with heads held high. We will say we used methods. We used methods which can stand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. En gardant Mkuseli Jack et ses camarades derrière les barreaux, le régime empêche les négociations qui pourraient mettre fin au boycott qui paralyse le pays. En septembre, les commerçants de Port Elizabeth sont désespérés. Jack a soudain de puissants alliés blancs. L'homme d'affaires respecté qui se rapproche désormais de gens qu'on qualifie normalement de voyous, cet homme d'affaires affirme maintenant que les dirigeants du mouvement ont des griefs légitimes. S'ils ont commis un crime, menez-les devant une cour de justice et qu'elle les déclare coupables ou innocents. Mais ne vous contentez pas de les enfermer. Le 4e mois du boycott commence. Des milliers de Noirs vont encore travailler dans des magasins blancs, mais ils n'achètent rien. Les hommes d'affaires blancs ont négocié un accord. Le boycott sera suspendu s'ils peuvent obtenir la libération des dirigeants noirs. Nous n'avions pas l'intention de contrarier ces Blancs. Notre idée était seulement de faire valoir notre point de vue. Et en arrêtant le boycott, on faisait d'une pierre deux coups. La pression exercée sur notre mouvement pour que nous fassions les achats de Noël allait créer des scissions dans nos propres rangs. Nous frappions donc deux oiseaux avec une seule pierre. Nous sauvions ces gens et nous conservions notre unité pour le combat suivant.
Les gens reviennent pour la saison des achats de Noël au moment même où les hommes d'affaires entament des négociations sérieuses avec le comité du boycott. Nkuseli Jack et ses collègues ont imposé une limite. Si leurs revendications ne sont pas acceptées avant le 31 mars, le boycott sera repris. Leur succès à court terme ont rendu confiance aux Noirs de Port Elizabeth. Leurs dirigeants ont été libérés et les troupes ont été rappelées. Mais comme l'échéance approche et que les principales négociations n'avancent pas, ils préparent un nouveau boycott. Inopinément, le 11 mars, le gouvernement décrète un interdit à l'endroit de 2 dirigeants civils, l'un d'entre eux Nkuseli Jack. L'interdit est une forme d'arrêt pris par la Chambre pour interrompre les négociations. À ce stade, la communauté internationale faisait des pressions en affirmant qu'il ne s'agissait plus d'apartheid, de petit apartheid, mais de fascisme. Pratiquement tous les journaux avaient été interdits. Beaucoup de gens souffraient d'interdits. Et si vous vous souvenez de cette époque, plusieurs grandes sociétés se sont exilées. Vous savez, c'était très embarrassant. Aux États-Unis et en Europe, on débat de sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. La plupart des gouvernements résistent, prétendant que les mesures punitives imposées à l'État nuiraient davantage aux gens ordinaires qu'au gouvernement. Toutefois, comme les Noirs sud-africains exhortent les États occidentaux à imposer des sanctions, l'exode commence, mené par AT&T, IBM, General Electric, Ford, General Motors et Coca-Cola. Le 22 mars, la Cour suprême lève l'interdit à l'endroit de Nkuseli Jack, précisant que le gouvernement a donné des raisons insuffisantes. La victoire stimule le mouvement 9 jours seulement avant le début du nouveau boycott. Jack déchire son assignation et profite des réjouissances pour cimenter la solidarité dont le mouvement aura besoin dans les semaines à venir. That is going to decide the future. That is going to decide our destiny in this country. It is clear, the 1st of April, we know we will not buy even a bubble gum in the town. Le boycott est en vigueur et se poursuit pendant 9 semaines, puis le choc. Les forces de sécurité parcourent les townships et arrêtent des milliers de personnes. Le gouvernement a secrètement décrété l'état d'urgence. Pendant des heures, la police effectue des descentes dans les bureaux des droits civiques, les syndicats, l'UDF, le Conseil sud-africain de l'Église, mène des arrestations et confisque des documents. Les gens qui protestent paisiblement devant le Parlement sont dispersés ou arrêtés. 16 heures après le début de la répression, le président Botha s'adresse au Parlement. Il mentionne que les services de renseignement lui ont révélé la menace imminente d'une révolution armée menée par l'ANC et le Parti communiste. These revolutionaries are controlled by a power clique which is typical of Marxist regimes and which is interested only in a violent takeover of power. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. C'est le deuxième état d'urgence en moins d'1 an. Cette mesure sera renouvelée chaque année pendant 3 ans, preuve que la répression est devenue la principale vocation de l'État.
Les forces anti-apartheid entrent dans la clandestinité, mais ne sont pas anéanties. Elles n'ont pas renversé le gouvernement, toutefois, l'action de masse non violente a brisé sa légitimité. Le régime de l'apartheid n'est plus viable. Le pouvoir est passé aux townships et à leurs organisations sociales. La fin de l'apartheid n'est plus qu'une question de temps. Désormais, il n'y avait plus de position de principe contre l'utilisation de la violence. En fait, il a été largement reconnu que l'ANC était perçu comme menant une lutte armée. Mais c'est en réalité les activités de l'UDF, une énorme organisation, qui ont provoqué des changements en Afrique du Sud. C'est elle qui a exercé beaucoup de pression sur l'État pour qu'enfin quelque chose change. C'est à cause d'elle que l'État s'est retrouvé dans une impasse. Les yeux du monde sont actuellement rivés sur tous les Sud-Africains. À la fin de 1989, F.W. de Klerk devient président après que P.W. Botha ait été forcé de démissionner. De Klerk agit rapidement, lève l'interdit sur les organisations politiques et ordonne la libération de Nelson Mandela, emprisonné depuis 27 ans. En refusant de renoncer à la lutte armée, Mandela a prolongé son emprisonnement d'année en année. Pendant tout ce temps, la passivité qui avait fait le lit de l'apartheid avait été mise de côté à cause de la confiance de la société civile. En ce qui me concerne, la lutte armée n'a rien donné. Les gens l'ont provoqué et ont amené les pressions de l'étranger. C'est ce qui a vraiment, à la fin, été concluant. Et tout le monde a compris que nous ne pouvions pas continuer. C'est pourquoi de Klerk a dû agir comme il l'a fait. En 1993, Nelson Mandela et F.W. de Klerk partagent le prix Nobel de la paix pour avoir négocié une constitution qui garantit des droits égaux pour tous les Sud-Africains. Ils se feront bientôt face lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud. Asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. Ils n'ont jamais voté de leur vie, ni leurs parents, ni leurs grands-parents. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself, reveal yourself, reveal from heaven. The struggle against apartheid. La lutte contre l'apartheid, contre le racisme en Afrique du Sud, a été fondamentalement non violente. Nous avons été inspirés par ce qui est arrivé en Inde, en Pologne, par la campagne pour les droits civiques aux États-Unis et ce qui s'est produit aux Philippines. Je suppose que les gens qui voient ça diraient que les armes sont ce qu'un dictateur ou un tyran doit craindre le plus. Mais non, en fait, c'est quand les gens décident qu'ils veulent être libres. Quand ils se mettent ça en tête, rien ne les arrête.